Bonjour à toutes et à tous. Un nouveau jour se lève et après avoir mélangé vos mueslis pas terribles avec du lait d'avoine ou sauté sur votre café parce que le bus de 6h30 démarre dans 4 minutes alors qu'il vous en faut 9 pour arriver à la gare, ou que vous êtes, comme moi, tout simplement dans votre lit à attendre que ce podcast se termine pour aller se recoucher. Bref, un nouveau jour se lève et c'est désormais à nos côtés et on vous en remercie. Vous êtes donc dans la quotidienne d'11e art et je suis accompagné aujourd'hui de Flo. Comment ça va, Flo? Bah, écoute, ça va très bien, ça va très bien, au lendemain de cette belle victoire des Bleus. On est vraiment entré dans cette coupe du monde, donc ça fait plaisir, ça va très bien. Ben justement, tu me coupes l'herbe sous le pied parce que je comptais te poser la question. Flo, cette victoire des Bleus, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux nous faire ton avis rapidos sur la question? J'avoue que moi, j'ai été assez content de voir que notre jeu de transition fonctionnait bien devant sa marque. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, dis-nous tout. Ouais, je suis assez d'accord avec les 2 premiers constats. Faudra aussi remettre en perspective en se disant que c'était quand même que l'Australie en face. Mais l'équipe de France a été séduisante et ça faisait un petit bout de temps qu'on l'avait pas vue séduisante avec un jeu offensif, plutôt assez sympa. Je pense qu'en plus, malheureusement, la terrible blessure de Théo Hernandez sur les matchs comme ça va pouvoir apporter plus d'allants offensifs comme Dembélé qui n'était pas titulaire en 2018. Maintenant, on verra sur la longueur, notamment face au Danemark et à la Tunisie qui ont fait des bons matchs hier, voir si les Bleus vont continuer dans ce schéma-là et vont être aussi performants. Et tu as un petit prono là pour le Danemark. Je me souviens qu'avec Zach, pendant qu'on avait fait les previews, nous, on s'imaginait le Danemark nous tenir en échec. Mais après les matchs d'hier, j'avoue, je sais pas, je remets tout ça en perspective et je me dis que finalement, on n'est pas si loin, quoi. Bah, l'avantage de toute façon, c'est qu'on a le Danemark ayant concédé le nul face à la Tunisie hier, on a un joker, donc on peut se permettre de faire match nul tout en restant maître de notre destin et de la première place. Donc c'est plutôt une journée très positive quand on regarde les 2 matchs. Eh ben écoute, c'est noté. Je suis également avec notre ami Tom. Tom, comment tu vas? Bah, très bien, comme Flo, assez ravi de cette victoire française, même si j'étais convaincu, comme plein d'autres, que après le premier but, bah, on allait juste flancher et faire un non-match, après avoir entendu maintes et maintes reprises à travers la journée que c'est que l'Australie, que celui-là on le connaît pas, donc forcément on va gagner. Après avoir regardé l'Argentine, c'est vrai qu'il y avait un peu le sentiment de j'ai presque envie que l'Australie fasse quelque chose pour prouver à ces cons que bah faut peut-être pas sous-estimer les adversaires en Coupe du Monde. Mais voilà, mais écoute, on s'est réveillé, donc tant mieux. Je suis désolé, toi aussi, tu as décidé de me couper l'herbe sous le pied. Une belle équipe de jardiniers que j'ai en face de moi, car je comptais te poser la question, comme tu avais fait la preview, qu'as-tu pensé de l'Argentine? Ah, je me souviens de la preview, vous étiez quand même relativement dithyrambique. Et j'avoue que là, moi, j'ai été sidéré. J'ai pas tellement d'autres mots. Arabie Saoudite is the new hype. Qu'est-ce que t'en penses, Alors, Tom? je vais peut-être pas me hyper sur l'Arabie Saoudite, hein. Je pense qu'on a évité de se hyper sur le Qatar. On va éviter de se... Ah, franchement, je suis à fond, moi. T'es à fond dessus. Ah, je suis à fond total. Euh, Pourquoi pas, après tout, hein. De toute façon, on sait tous que dans 2030, la Coupe du Monde, ce sera chez eux. Donc autant se chauffer sur les jeunes joueurs aujourd'hui pour être sûr d'avoir le train et le wagon, etc. pour 2030. Non, j'étais surpris par l'Argentine, mais en même temps, avec quelques heures de réflexion, je me dis que c'est un peu l'Argentine classique. C'est l'Argentine qui dépend un peu de son individualité. Et dès qu'il commence à paniquer, c'est on va demander à Di Maria de dribbler comme un grand Mbappé. Et en fait, il sait pas le faire. Il continue de mettre des centres dans la boîte alors qu'il y a personne. Donc chapeau à l'Arabie Saoudite avant tout. Je pense que c'est surtout ça qu'on oublie. Hervé Renard nous a encore sorti des grandes choses du chapeau. Lui qui a quand même dit à la mi-temps bravo, vous avez bien trottiné en première mi-temps. Chapeau. Donc non, bravo à eux, mais ouais, l'Argentine va devoir se réveiller rapidement. On se souvient évidemment que l'Espagne en 2010, ils avaient perdu aussi, donc tout est encore possible, mais c'est un vrai coup dur, quoi. Flo, du coup, l'Argentine, inquiétant ou pas? Inquiétant, ouais, ouais, c'est ce que je pensais aussi, c'est que moi, pour le coup, je suis jamais très dithyrambique sur cette équipe. Elle me fait déjà penser en fait à celle de 2018 qui était très mal équilibrée, où oui, il y a des très grosses individualités, notamment offensives, mais c'est une équipe où la défense au milieu de terrain n'est pas forcément au niveau, qui joue avec 2 joueurs sur les côtés, Di Maria, Papou Gomez, qui à mes yeux sentent bouillir, et pourtant j'aime beaucoup Andrel. Donc non, non, moi je vois pas l'Argentine sortir une grande compétition encore une fois. Bah écoutez, comme je ne suis pas argentin, je ne leur souhaite absolument rien. Je souhaite par contre à l'Arabie Saoudite de continuer à me faire rêver.
Je vous propose qu'on s'attarde pas beaucoup sur les 2 autres matchs. On l'a vu, hier, le Danemark et la Tunisie ont fait 0-0 dans un match, assez intense. J'ai bien aimé aussi Pologne-Mexique, une belle première mi-temps mexicaine. Il y a eu quelques faits de jeu, voire des pénaltys loupés en coupe du monde. Voilà, c'est toujours intéressant et je vous propose qu'on rejoigne notre journaliste de terrain, Val, qui est parti, voir Thibaut Leplat pour sa chronique quotidienne du sens du détail. Alors, Thibaut, tu voulais revenir avec 2 jours de retard sur la cérémonie d'ouverture et sur le sens du détail. Un chameau, un cul-de-jatte et Morgan Freeman. C'est pas le titre d'un nanar subversif, ni le casting du dernier David Lynch. Un chameau, un cul-de-jatte et Morgan Freeman, c'est, en résumé, ce que 5 millions de téléspectateurs ont vu dimanche soir en direct sur TF1 lors de cette fascinante cérémonie d'ouverture. Bon, précisons évidemment qu'on n'a rien du tout contre les personnes sans jambes, ni contre les chameaux ou les dromadaires, ni même contre Morgan Freeman lui-même. Mais prenons un peu de recul, soufflons un bon coup et avouons que cette cérémonie d'ouverture, c'était quelque chose. Moi, j'avoue que je l'ai regardé que d'un œil jusqu'au moment où j'ai vu s'avancer sur 2 paumes ce jeune étudiant en sciences politiques, Ramin Al-Moufta, 2 bras, aucune jambe, mais 3 millions de followers sur les réseaux. Et là, je suis resté bouche bée, comme hypnotisé. Morgan Freeman était assis sur le sol et devisait avec cet homme souffrant du syndrome de régression caudale sur la beauté des différences et la diversité du monde. J'avoue que je n'avais pas vu spectacle aussi troublant depuis le fameux « Allez, tout le monde debout !» lancé devant une foule de personnes en fauteuil par les Kids United lors du Téléthon de 2016. Vertige. Parce qu'il y avait quelque chose qui clochait au milieu des bonnes intentions. Un détail. Lundi soir, il faut avouer que le spectacle était aussi assez triste en tribune officielle parce que tous les chefs d'État de la péninsule arabique étaient présents, à commencer évidemment par Mohamed Ben Salman, leader maximo d'Arabie Saoudite, le grand rival géopolitique de Qatar. Et on a vu ce même Mohamed Ben Salman, émir découpeur de journalistes, hilar, une écharpe du Qatar autour du cou, serrant la main à son meilleur ennemi, l'émir Al-Thani, sous le regard christique de Gianni Infantino. Le comble pour nos yeux de Français un peu déprimés, je ne sais pas si ça a été ensuite l'adresse à Dieu au début du discours de l'émir qatari, ou la résurrection de Footix sur la pelouse d'un stade en forme de tente de bédouin. Gloire au marketing qui parvient à transformer nos vieilles obsessions en porte-clés ou peluches made in China. Il y avait aussi le chanteur coréen Jungkook, qui est le chanteur de BTS, qui a ajouté un peu plus de dépaysement à toute cette confusion. Avec cette Coupe du Monde, on voyage au moins. Oui, d'accord, on voyage. Mais on voyage où exactement ? On voyage dans l'espace ou on voyage dans le temps ? Ce qu'on a sous les yeux, c'est quoi exactement ? Les vestiges de pratiques évaporées sous nos latitudes, de valeurs destinées à s'effacer peu à peu devant la marche irréductible du progrès, ou bien au contraire un nouveau monde, inaccessible et inquiétant ? Non, en fait, ce qui domine depuis le début de la compétition, c'est une sorte d'exotisme à l'envers. L'exotisme, c'est l'esthétique de la carte postale, de l'émerveillement devant les différences culturelles. Mais là, c'est plutôt le contraire. C'est pas le monde en carte postale qu'on regarde. C'est plutôt le monde par le trou de la serrure. Ce moment où on n'a pas vu grand-chose, mais où on s'imagine. Alors, quel détail à retenir de cette curieuse cérémonie d'ouverture ? Eh bien, le détail dans cette immense fête foraine dystopique et inclusive, c'est une absence criante, aveuglante et évidente, celle des femmes. Ah, j'ai bien regardé, hein. La seule femme qui est apparue sur la scène du stade Al-Khor, c'est Dana, la célèbre chanteuse qatarienne avec voile sur le corps et masque sur le visage. Bon, alors pour nous détendre un peu et prendre de la hauteur, citons l'ethnologue de CNews d'immense, le respecté, l'indétrônable Jacques Vendroux, découvrant la richesse et le raffinement d'une nouvelle culture, je cite, « Au Qatar, il y a beaucoup de mosquées. » Voilà, c'est tout. Et puis on n'a aucune leçon de morale à donner à personne. La France, c'est peut-être le pays de Simone de Beauvoir et de Jules Rimet, c'est vrai, mais c'est aussi le pays d'OSS 117. Oui, magnifique conclusion Thibaut. Et merci beaucoup Thibaut, on se retrouve demain pour une nouvelle chronique sur le sens du détail. À plus, ciao. Messieurs, on est de retour. C'était effectivement assez intéressant, toute cette chronique sur la cérémonie d'ouverture. Je vous propose qu'on passe ensuite au match du jour avec un premier match Maroc-Croatie. Est-ce que je peux avoir vos petits pronostics, Tom ? Qu'est-ce que tu en penses de ce match ? Je pense que, tu vois, on a été assez surpris par le niveau de jeu proposé par la Tunisie aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un petit côté, pas tunisien évidemment, l'intérêt c'est pas de comparer les deux nations, mais je pense qu'on peut être agréablement surpris par le Maroc et qu'il y a peut-être un peu comme l'Argentine, des individualités vieillissantes côté croate. Donc moi je vois un petit match nul. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, un beau match, genre un 2-2. Allez, vas-y, on va être fou. Flo, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Eh ben, je suis plutôt d'accord avec Tom, et moi je vais même voir le Maroc l'emporter face à la Croatie. Je pense que la Croatie, même si elle a encore de très bons joueurs et qu'il y a une nouvelle génération, est quand même dans un creux, même si Modric est encore à un niveau stratosphérique. Mais
Je pense pas que ça va être la même équipe qu'en 2018. Et pour le coup, le Maroc est l'équipe africaine qui me hype le plus depuis la blessure de Mané. Et je pense que c'est aussi personnel. Je place beaucoup d'espoir dans le Maroc. C'est une équipe que j'ai envie d'aller voir loin. Donc j'espère en tout cas demain une victoire du Maroc et j'y crois. Bah écoute Flo, après nos points communs parisiens et liverpooliens, on a donc un point commun marocain, puisque moi aussi, j'avoue, cette équipe, elle me plaît beaucoup. C'est la connexion Euh, Achraf. ouais, exactement, c'est la connexion Ashraf. Et il y a beaucoup, beaucoup de joueurs, en fait, d'individualité que je trouve très intéressantes. J'aime beaucoup, beaucoup Mazraoui. Enfin bref, il y a tout un tas de joueurs que j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de les voir demain en Coupe du Monde. Je vous propose qu'on passe à la suite et qu'on rejoigne notre journaliste de terrain. Décidément, il est parti. Val, tu es avec notre ami Jean-Baptiste Guégan qui va nous parler d'Allemagne-Japon. Hier, on a parlé un petit peu justement de l'engagement des Australiens qui était un petit peu deux poids deux mesures par rapport à leur situation nationale. Aujourd'hui, on a un match qui oppose l'Allemagne et le Japon, pardon, qui est une toute autre représentation de ce que peut être l'engagement national et l'engagement pour des causes progressistes comme les Allemands le veulent. Alors si on regarde bien, l'Allemagne est aujourd'hui, avec l'Angleterre, le pays qui s'est le plus engagé sur les questions qui ont animé toute cette avant-Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'est probablement le pays qui a fait le plus sur cette question-là avec l'Angleterre et la Norvège. On a vu les joueurs se renseigner, on a vu la fédération se positionner, on a vu les acteurs locaux refuser de faire des activations publicitaires sur place. On a une vraie volonté de faire peser le débat de ce que doit être un événement sportif. Et en Allemagne, il y a une vraie conscience de ça. Hein. Le boycott Qatar, on l'a vu lors de la dernière journée de Bundesliga, quasiment dans tous les stades, on a eu des choses absolument folles qu'on n'avait jamais vues, dont une tribune entière remplie de boycott Qatar. Ça, c'était impressionnant. Une fois qu'on a dit ça, ce qui va être aussi intéressant, c'est de voir comment cette équipe qui arrive avec des ambitions sportives, malgré des faiblesses, hein, va aussi être capable de gérer cette dimension émotionnelle, parce qu'ils ont décidé d'aller rencontrer les workers, de travailler avec des ONG sur place. Ils vont pas faire donc que du football, dans un contexte où eux, ils ont clairement, contrairement à la Fédération française, décidé d'arborer un brassard qui renvoie finalement à la lutte contre toutes les discriminations. Donc là encore, hein, il y a de grandes chances que ça agite grandement les hautes sphères de la FIFA. Et puis en face, c'est exactement l'inverse, hein, c'est-à-dire que vous avez un Japon qui semble complètement à l'écart de ces polémiques-là. On en a très peu parlé au Japon, voire pas du tout. C'est pas un sujet en Asie, en tout cas, c'est pas ressorti de cette manière-là. L'équipe japonaise sera pas du tout engagée dans ces questions-là, quand même certains membres peuvent être sensibilisés à ces problématiques. L'équipe japonaise arrive avec sportivement un niveau qui rend la confrontation incertaine. On est aussi dans un pays qui gère le Covid de manière un peu compliquée. On est dans l'après JO de Tokyo, avec un pays qui essaie de digérer aussi l'assassinat de son ancien Premier ministre. C'est vrai. Donc on est dans un pays qui va attendre probablement plus de divertissement et moins d'engagement politique sur place. Et puis on sait aussi toute la bienséance finalement japonaise qui n'iront pas provoquer leurs hôtes. Et donc on risque d'avoir un match de confrontation de deux manières de voir le monde, de deux cultures politiques au travers de ce match. Des Allemands qui vont montrer leur engagement, et ce sera assez intéressant, notamment s'ils vont très loin dans la compétition, et des Japonais qui vont être là juste pour jouer, et qu'on verra probablement pas dans un autre cadre. Et tu me parlais un petit peu du Japon, mais je voulais te relancer sur la question de la guerre en Corée, parce que le Japon est engagé malgré lui dans ce conflit entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, et puis aussi un petit peu entre les États-Unis et la Chine. Il se retrouve un petit peu au milieu de tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui peut impacter la sélection ou pas du tout? Alors je pense que cette sélection, elle est essentiellement sportive, hein. Quand je disais qu'il n'y avait Ouais. pas la même conscientisation, c'est vrai, hein. Ils sont d'abord là pour jouer. Il va y avoir une attente, hein, au Japon. On est dans un pays qui a une politisation qui est quand même très différente de ce qu'on vit par exemple en Europe. Le divertissement prime, et on le voit, hein, il n'y a pas eu d'alternance à l'exception d'une seule fois depuis 45, et elle n'a pas duré plus de 3 ans. Donc c'est toujours le même parti libéral de droite au pouvoir, on change juste les hommes. Donc il va pas y avoir cette conscience politique-là, faut pas s'attendre à une équipe engagée, il n'y a pas de Socrates japonais, quoi. Ouais. Voilà. Heureusement, nous, on a eu Lloris.
Ah oui, bah alors Hugo Lloris, oui. Ah bah là, en termes de charisme, là, tu quelque chose que seuls les Lyonnais peuvent connaître. Heu, non, mais c'est bien, au moins, il s'exprime. Après, bon, espérons que la seule conscience de cette équipe, ce soit pas Hugo Lloris, parce que je pense qu'en matière d'eau tiède, on est quand même à un certain niveau, quoi. Ouais, non, c'était histoire de faire le comparatif entre justement les Japonais et aussi les Allemands, faire un espèce d'entre-deux et montrer que l'engagement, allemand est aussi, quand même beaucoup plus important, Mmh. que ce qu'on a en France, puisque d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais même leur 1er dirigeant, s'est positionné sur la question du boycott. Bah, on voit par exemple, Jens Lehmann, hein, qui va être le directeur du tournoi, parce que finalement la prochaine Oui. manifestation, de football de sélection d'importance, ça va être l'Euro. Jens Lehmann, qui va être le directeur, du tournoi, lui a dit qu'à titre personnel, il boycotterait la compétition, mais qu'en tant que professionnel travaillant pour l'organisation de l'Euro 2024, il sera obligé, finalement, d'y aller et de voir ce qui s'y passe. Ceci étant, c'est l'une des premières fois où on voit des dirigeants à ce niveau-là d'importance, a fortiori un ancien joueur avec une Mmh. très forte audience, s'exprimer de manière aussi explicite. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas du tout ça en France et on a même une FFF qui a demandé à ce qu'on se concentre sur le football, à la Mmh. manière de ce qu'avait exigé la FIFA. Ouais. Heureusement que le football n'est pas politique, hein. Ah bah, heureusement que c'est pas politique, sinon, on aurait des Hugo Lloris partout en mode activiste, Stop Oil et cetera. D'ailleurs, je voulais juste te corriger, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est pas Jens Lehmann, mais c'est Philipp Lahm. Oui, Philippe Lahm. Pourquoi Ouais, Jens Lehmann? Je sais pas c'est pourquoi en pas plus, grave. j'étais sur Jens Lehmann voilà. C'est des, Eh ben, c'est pas grave, désolé à c'était un tous très nos bon amis joueur. allemands, germanophones et cetera, Philippe Lahm, grand joueur au demeurant. C'est parce que j'ai toujours eu une fascination pour Jens Lehmann, c'est pour ça. Oui, bah, très bon gardien, Voilà. à l'époque, on s'en souvient à Arsenal. Merci JB pour cette, nouvelle intervention, on se retrouve demain. Merci Val, merci Jean-Baptiste. Effectivement, Allemagne-Japon, gros match en perspective. Je vous propose qu'on passe à la suite avec le prochain match du jour, l'Espagne contre le Costa Rica. Et Tom, tu voulais nous parler d'un autre gardien costaricien que Keylor Navas, alors que pour moi, il n'y a que Keylor Navas. Il n'y a même pas Gianluigi Donnarumma. Il n'y a que Keylor Navas sur cette planète. Et toi, tu voudrais m'apprendre qu'il y aurait quelqu'un d'autre. Ah, et ben alors pour le coup, l'autre il joue plus trop. Hein. Faut pas s'attendre à un nouveau gardien pour remplacer Gigi. Hein. Euh, voilà. Mais non, moi je vais aller beaucoup plus loin. Je vais vous emmener dans les années 90, quand Alex était encore jeune et frêle, avant même que Zizou ne joue ses premiers matchs. Je vous emmène en Italie pour le Mondial 90. Un tournoi jugé très défensif, quadrillé, et marqué par un certain manque de spectacle. Bon, c'est pas moi qui le dis, je verrai que le jour 8 ans plus tard, parce que j'ai pu lire. Cependant, on va ni parler du pays hôte, pas présent au Qatar cette année, ni des vainqueurs allemands. On va parler du Costa Rica. C'est un relativement petit pays d'Amérique centrale, un temps conquis par l'Espagne qui le renomme basé sur sa côte riche en trésors. Un pays qui, fort de sa population indigène, s'en est sorti la tête haute après une période d'esclavage et de colonisation grâce à son export de fruits tels que la banane, les ananas ou encore plus tard le café. Un temps très pauvre, le pays s'est pleinement reconstruit pour devenir l'un des pays les plus stables de la région. S'est construit un vrai business de tourisme autour notamment de la faune et de la flore hyper diverses du pays. Et ce pays a également démarré une belle culture football à travers les années. Dans l'histoire récente, on pense évidemment à Keylor Navas et son brillant mondial 2014, et sa belle carrière au Real. Bon, peut-être vite fait celle du PSG. On pense à Brian Ruiz et Joel Campbell, tous les deux encore bien présents cette année au Qatar. Mais il y a 30 ans, on parlait surtout de Luis Gabello Conero. J'en parlais en intro, mais ce mondial 90 est quelque peu morose. Mais Conero, gardien de Ticos lors de ce tournoi, est la lumière que tout le monde a appréciée. Jouant leur premier tournoi international, les Costariciens ne font réellement peur à personne, mais il faut quand même leur laisser une chance. Sauf que, voilà, c'est ça, ils ont vraiment la confiance. Placés dans le groupe avec l'Écosse, le Brésil et la Suède, leurs chances de passer sont particulièrement limitées. Mais guidés par un sélectionneur serbe, ils avaient comme un petit sentiment de pouvoir accomplir tout et n'importe quoi. C'est exactement ce qui s'est passé. Battant les deux équipes européennes, ne perdant que 1-0 face aux Brésiliens, les Costariciens deviennent le premier pays de la zone CONCACAF à continuer au prochain tour des compétitions. Et le gardien moustachu des Ticos est l'un des grands responsables de ce succès. Véritable mur à travers toute la phase de poule, il explose aux yeux du grand public. Malheureusement, il se blesse juste avant les huitièmes de finale contre la Tchécoslovaquie, et les Ticos sortent par la grande porte, avec une défaite 4-1. Ce qui rend ce gardien légendaire, au même stade que le tournoi 2014 du Mexicain Memo Ochoa, c'est ce qui est élu le meilleur gardien du tournoi, en ne jouant que 3 matchs. Évidemment, ravi de la récompense, il dit tout de même, des années plus tard, que son équipe aurait pu aller bien plus loin dans la compétition s'il avait joué.
et viande de grande qualité pour intercepter le jeu long, arme fatale et tchécoslovaque. Avec ce grand tournoi, il part en Espagne pour jouer à Albacete. L'entraîneur à l'époque lui ment en lui disant que c'est un club de première division et qu'ils vont jouer des grandes choses, alors qu'ils viennent justement que monter en seconde division, laissant de côté les offres de l'Espagnol, du Torino, encore de Las Palmas. Il garde cependant de très bons souvenirs de ces 2 saisons jouées là-bas, jouant la seconde dans l'élite du championnat espagnol. Un joueur typiquement mythique grâce à un grand tournoi à la Coupe du Monde. On se souviendra encore longtemps, comme de nombreux ticos, de la grande aventure de ce petit pays dans la botte italienne, il y a plus de 30 ans. Affrontant aujourd'hui l'Espagne, l'ancien colon, tout le monde au Costa Rica va prier que Navas puisse sortir le même type de performance que son aîné, et pourquoi pas accrocher un bon résultat. Pure vida, comme ils disent. Mais écoute Tom, c'était effectivement très intéressant. Donc si je t'ai bien compris, Keylor Navas, si dans la nuit il s'est fait pousser une moustache et qu'il a signé en secret à Albacete, on est bon. Et il devient meilleur gardien du tournoi. C'est ça, de toute façon, c'est pas comme si Ferran Torres allait marquer des buts ou Alvaro Morata non plus, donc franchement, il n'y a pas trop de risques. Hein. Bon, écoute, c'est parfait. Je déposerai un cierge en cette petite prédiction qui démarre dans quelques heures. Bon, On après, passe tu à peux, la comme suite. pour nous, le Ouais. quotidien du PSG, ça changera pas. Hein, même s'il a la moustache et un niveau encore meilleur, il sera toujours de remplaçant. Ça, Ouais, c'est mais sûr. imagine qu'il parte à Albacete, peut-être que l'autre, il arrivera à se décoincer un peu, quoi. Moi, tu sais, je me rattache vraiment à tout ce que je peux là en ce moment. Ouais, je vois ça. On passe à la suite. Flo, la suite, c'est toi. Et tu veux nous parler du renouveau du football canadien en vue du match Belgique-Canada qui approche. Et ouais, et si je voulais vous parler de renouveau, ce n'est évidemment pas pour évoquer l'arbitre de ce match Canada-Belgique, le Zambien Jani Zikwadze, qui s'était fait connaître à la CAN en ce début d'année lors du célèbre Tunisie-Mali en sifflant 2 fois à la fin du match avant même la fin du temps réglementaire, et qui aura donc probablement beaucoup de mal à respecter les consignes de son boss, Pierluigi Collina, qui a demandé aux arbitres de cette Coupe du Monde d'allonger le temps additionnel pour faire respecter un temps de jeu effectif plus conséquent. Non, c'était bien pour vous parler d'un autre acteur de cette rencontre, le Canada. Une nation qui ne respire pas forcément à premier abord le football et dont l'unique et dernière participation jusqu'à ce jour en Coupe du Monde remonte à 1986. Mais la relation du pays au football change. Dans la foulée d'une prise de conscience en 2007, après une Coupe du Monde U20 désastreuse à domicile, où les jeunes Canadiens avaient terminé bon dernier de leur groupe sans marquer le moindre but, avec un constat simple alors, qu'il était impossible de suivre un parcours pro sérieux au pays passé 15 ans. Mais au même moment, les clubs canadiens commencent alors à intégrer la MLS. Toronto montre la voie en 2007, suivi des Vancouver Whitecaps en 2009 et enfin de Montréal en 2012. Ce qui va également permettre le développement d'académies, dont sortira notamment Alphonso Davies à Vancouver, découvrant ainsi la MLS avant même de souffler ses 16 bougies. En plus d'un travail en profondeur, notamment donc sur la formation, et de l'arrivée du professionnalisme, le Canada, comme les États-Unis, est également soumis à la colonisation du continent nord-américain par le football. Car si le football s'y développe toujours dans l'ombre du hockey sur glace, véritable religion au Canada, il ne cesse pourtant de s'étendre, notamment chez les plus jeunes. Une force décuplée par les vagues d'immigration qui ont sensiblement renforcé et accru le nombre de joueurs, ainsi que leur qualité. Une diversité qui se retranscrit dans les sélections, avec une dizaine de multinationaux ou de binationaux dans l'équipe actuelle, et sur lesquels l'ACS, la Fédération canadienne de soccer, a mis l'accent. En se renseignant sur les joueurs étrangers ayant des origines canadiennes, un processus administratif long, mais qui a porté ses fruits, mais surtout, en scoutant et développant les jeunes issus de l'immigration, en leur proposant dès le plus jeune âge d'intégrer leur équipe de jeunes nationales. Et depuis 5 ans, les Canucks, le surnom de l'équipe nationale, ne cessent de progresser, et ces joueurs de se révéler. C'est le cas de Steven Vitória et de Stephen Eustáquio, d'origine portugaise, de Jonathan Osorio, fils d'une famille immigrée colombien, de Ike Ugbo, né à Londres et qui possède les nationalités anglaise, nigériane et donc canadienne, de la nouvelle pépite des Canucks Ismaël Koné, né en Côte d'Ivoire en 2003, ou encore d'Alphonso Davies, bien sûr, né au Ghana dans une famille de réfugiés libériens avant de poser ses valises au Canada à 5 ans. Une popularité qui s'est également jouée en novembre 2021, avec une victoire sur l'ogre régional mexicain à Edmonton, sous la neige et moins 16 degrés, ressenti moins 20, où s'étaient pourtant réunis 44 000 fans. Un coup de génie qui a achevé de faire naître un sentiment d'appartenance identitaire de la nation envers cette équipe au pays du Grand Nord blanc. Premier bluffant de son groupe en zone CONCACAF pour la première fois de son histoire devant le Mexique et Team USA, les Reds se sont également mis le pays dans la poche en s'opposant à leur fédération, allant jusqu'à boycotter un match face au Panama pour réclamer une égalité salariale entre hommes et femmes, alors que longtemps, le football masculin est resté dans l'ombre des féminines, championne olympique dernièrement à Tokyo l'an passé. Une équipe en pleine progression donc, comme son voisin états-unien, avec qui elle partagera dans 4 ans, ainsi qu'avec le Mexique, un mondial historique qui se jouera en partie à domicile.
Bah écoute Flo, je suis ravi que tu aies fait une petite chronique sur le Canada parce qu'on en avait parlé aussi pendant les previews. Ouais. Vous avez vu, je rabâche à tous nos auditeurs toutes les previews qu'on a fait. Si jamais vous voulez voir à quel point on est bon pronostiqueur, je vous invite à aller les écouter après chaque journée. Je disais justement que cette équipe du Canada, moi, elle m'attirait beaucoup et je suis vraiment pressé de les voir. Exactement. Non, je pense que la Belgique est encore quand même un ou deux crans au-dessus du Canada, mais je pense que c'est une équipe qui peut venir embêter les Belges, un peu comme on avait vu le Japon sur un match à élimination directe faire très très peur au Diable Rouge il y a 4 ans. Donc je vois la Belgique s'imposer, mais pas non sans encaisser de but, pardon. Et je pense que le Canada peut être une petite révélation et un petit coup de cœur chez pas mal de fans de foot cette année. Et Tom, je t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais Espagne-Costa Rica, est-ce que tu vois une surprise ou... Bah, comme tu disais tout à l'heure, franchement, si Keylor Navas il développe pas une moustache overnight, franchement, ça va être compliqué pour le Costa Rica qui s'est vraiment affaibli depuis quelques années. Donc, je pense pas que ça sera une large victoire. Je pense que l'Espagne est le type d'équipe à prendre un peu de temps à rentrer dans le truc. Mais non, ça va être une victoire espagnole, un 2-0, je pense, malheureusement. Très bien. Eh ben, écoutez, que les dieux du foot vous entendent. Et j'espère que vos pronostics seront vérifiés. Messieurs, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe au match, puisque le premier commence dans quelques heures. Tom, Flo, merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir. Et bonne journée à tous.